L'Europe ne se fera pas d'un coup. Toutes les décisions dites de Bruxelles sont en fait prises par les États membres. C'est un peu voter pour des choses pour éviter le pire. Bonjour à tous, c'est en France et plus précisément au pied de la station de métro Europe à Paris que nous allons aujourd'hui vous parler des élections européennes. Elles auront lieu pour les Français le week-end du 25 et 26 mai prochain. Un scrutin qui n'a jamais vraiment mobilisé les foules mais qui a pourtant son importance, surtout qu'il y a quelques nouveautés cette année. Cette année, les électeurs français choisiront leurs députés européens sur des listes nationales. Et pour la première fois, la loi française interdit le cumul d'un mandat d'eurodéputé avec un mandat parlementaire national ou un mandat à la tête d'un exécutif local. Sur la ligne de départ, un nombre record de 34 listes. À gauche, 6 ont été enregistrés avec un risque important de dispersion des voix, de la France insoumise à Europe Écologie Les Verts en passant par le Parti socialiste. À droite et au centre, 3 candidatures pour les Républicains, celle de François-Xavier Bellamy, de Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI et de Nathalie Loiseau pour la majorité dont l'objectif est d'arriver en tête. Si Emmanuel Macron, si la République En Marche était dépassée par exemple par le Rassemblement national, eh bien immédiatement on considérerait que c'est un échec pour le gouvernement et pour le président de la République. Plus à droite encore, le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella et l'UPR de François Asselineau. Mais après avoir bouleversé le paysage social, la crise des Gilets jaunes change aussi la donne politique. 4 listes se revendiquent de ce mouvement. Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot comptent tous les deux des leaders des Gilets jaunes sur leur liste. 2 autres figures ont quant à elles décidé de présenter leur propre candidature, Christophe Chalençon et Francis Lalanne. Mais malgré cette très large offre politique, le scrutin ne semble pas passionner les Français. C'est une élection l'on qualifie de secondaire pour les Français parce qu'elle ne débouche pas sur un enjeu de pouvoir immédiat. Elle ne désigne pas un exécutif qui va prendre des décisions et dont les Français vont se dire immédiatement que cela a un impact dans leur vie quotidienne. Seule contrainte pour ces listes, présenter 79 candidats avec une stricte alternance hommes-femmes. Elles ont été validées le 3 mai dernier par le ministère de l'Intérieur avant d'être publiées au journal officiel. Rome ne s'est pas faite en un jour, dit le proverbe. Eh bien, la construction européenne non plus. Tout a commencé il y a près de 70 ans, mais aujourd'hui encore, les Français continuent de douter et de porter un regard mitigé sur ce qui a été accompli. Ce sont pourtant eux qui étaient à l'origine du projet. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine, les morts se comptent par millions. Pour que cela ne se reproduise jamais, la France, aux côtés de l'Allemagne, jette les bases d'une paix durable autour d'un projet commun porté par 2 Français, Jean Monnet et Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Concrétisation dès l'année suivante par la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui, outre la France et la République fédérale d'Allemagne, unira aussi le Benelux et l'Italie. La France repousse la création d'une communauté européenne de défense et pratique la politique de la chaise vide sous De Gaulle pour s'opposer au projet fédéraliste de ses partenaires. Mais elle joue un rôle décisif dans la fondation de la CEE en 1957, un grand marché commun au niveau européen avec libre circulation des hommes et des marchandises. Des politiques communes sont aussi mises en place comme dans l'agriculture. La France sera d'ailleurs l'une des principales bénéficiaires. Durant cette période, une relation forte s'instaure entre De Gaulle et le chancelier Adenauer. Le traité franco-allemand de l'Élysée de 1963 scelle la réconciliation entre les anciens ennemis qui deviennent le moteur de la construction européenne. Celle-ci s'approfondit dans les années 70 et 80, avec notamment l'acte unique en 1986 sous l'impulsion de François Mitterrand. Si les divers élargissements déplacent le centre de gravité de l'Europe, la France reste une locomotive. Elle s'implique dans la création de l'Union européenne lors du traité de Maastricht de 1992, qui aboutira à l'introduction officielle de l'euro 10 ans plus tard, en 2002. Le siège du Parlement européen est aussi installé à Strasbourg en 1999.
Français rejettent. Non! En mai 2005, les Français refuseront par référendum à 55% le projet de traité constitutionnel pour l'Europe, présenté par l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Mais l'essentiel de son contenu sera repris par le traité de Lisbonne de 2007. Vient le temps de la crise économique à laquelle la zone euro est confrontée depuis 2010. Elle conduit au renforcement d'une Europe à deux vitesses avec un noyau restreint en faveur de plus d'approfondissement. Une politique défendue aujourd'hui par le président Emmanuel Macron qui s'efforce de redonner un souffle à l'UE à travers le couple franco-allemand comme un contre-pied au vote en faveur du Brexit. Et pour donner un second souffle à l'Union européenne, il faut évidemment que les Français adhèrent au projet. Or, on l'a vu, les élections européennes ne font pas déplacer les foules, un peu plus de 42% de participation seulement il y a 5 ans. Alors pour mobiliser cette année, les initiatives se multiplient. Avec le temps changeant de ce début mai, la fête de l'Europe ne fait pas le plein à Paris. Mais la musique attire tout de même quelques curieux. Juste parce que j'ai entendu des basses et le concert m'a intéressé, c'est tout. On a entendu tout simplement le beat de la scène et on a décidé de venir. C'est le pari réussi des organisateurs, attirer les badauds avec des artistes. Il faut dire que sur scène, les deux Belges de Juicy donnent tout ce qu'elles ont. Elles sont venues pour la musique d'abord, mais elles partagent avec le public ce sentiment de ne pouvoir voter que par défaut. C'est un peu voter pour des choses pour éviter le pire. Et tu votes pas pour quelque chose qui te parle vraiment. Ça, c'est compliqué. Mais par contre, voter, c'est important. Et c'est important, en tout cas, d'en être conscient, quoi. Parmi les autres artistes qui se sont produits pendant la tournée française d'Europavox, l'humoriste Paul Taylor, un anglo-irlandais qui vit à Paris et a vécu le Brexit comme un électrochoc. Je me sens plus européen qu'autre chose, vu que j'ai eu la chance de vivre dans 4 pays européens. Par contre, j'ai jamais voté. Mon excuse, entre guillemets, qui était une mauvaise excuse jusqu'à maintenant, c'était « je connais rien, je vais pas voter, ça sert à rien parce que je connais pas assez ». Sauf que, ouais, mais les autres gens non plus, ils savent pas, mais ils vont voter. Pour inciter les électeurs à voter, d'autres ont choisi une voie plus classique, comme la centaine de chefs d'entreprise signataires du manifeste « Europe, je vote ». Eux ont plutôt tablé sur des débats ou, comme ce jour-là, une conférence qui fait le pont entre l'activité de cet assureur et les problématiques européennes. Une entreprise comme Allianz, on fait 2/3 de nos profits, on va dire, en Europe. Chacun d'entre nous, s'il n'y avait pas d'Europe, on n'est pas sûr qu'on aurait un boulot. Dans le public, les employés sont eux aussi convaincus de l'importance de l'Union européenne pour les entreprises. L'Europe, c'est surtout aujourd'hui une entité commerciale et économique. Et sur l'assurance automobile des particuliers, le fait d'avoir une Union européenne, ça permet d'avoir une équivalence des garanties. Ça vous permet de passer la frontière entre la France et l'Allemagne et de savoir qu'avec votre voiture, vous pouvez toujours rouler en Allemagne en étant couvert. Tout un éventail d'initiatives originales qui ont le mérite d'ouvrir une porte vers les élections. Aujourd'hui encore, beaucoup de Français accusent l'Europe d'être responsable de tous leurs maux. Pour démêler le vrai du faux, on a fait appel à notre spécialiste, Caroline de Camaret. En réalité, si les deux chefs d'État et de gouvernement ne se salient pas à ce moment-là, c'est simplement parce qu'elles l'ont déjà fait plus tôt. Son émission Contrefait repère les fausses informations. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous présentez cette émission Contrefait depuis 2 ans environ. Des fausses informations, il y en a plein, et en particulier pendant les campagnes électorales. Oui, ça monte beaucoup en période électorale. Et en vérité, ça a même changé de nature par rapport aux élections européennes de 2014. Il y avait un petit peu des propos fantaisistes sur l'Europe, des rumeurs véhiculées en particulier par une presse tabloïde britannique, par exemple, sur la taille des concombres, des pots d'échappement et des bananes obligées par l'Union européenne. Mais maintenant, on a changé d'air véritablement. Avec les réseaux sociaux, c'est une véritable fabrique de fake news et en particulier poussée par certaines puissances étrangères. On pense par exemple à la Russie. Et c'est particulièrement vrai aussi que les victimes de ces fake news jusqu'à présent, c'était les élus européens ou alors les responsables européens. Et aujourd'hui, certains élus sont à l'origine de ces fake news et ça, c'est très marquant. Je pense par exemple, Bernard Monod, c'est un député européen souverainiste qui a lancé la fake news sur l'Alsace va être vendue aux Allemands par Emmanuel Macron. Et puis des 5 étoiles qui ont aussi lancé des fausses déclarations de commissaires européens aux migrations. Donc maintenant, c'est relayé également par des élus de Strasbourg. Je voudrais qu'on revienne un peu sur tous les préjugés que les Français ont vis-à-vis de l'Union européenne. Par exemple,
On dit beaucoup que l'Union européenne, c'est loin, c'est technocrate, et puis surtout qu'on n'en voit pas les effets dans notre quotidien, hormis la monnaie, l'euro. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors en fait, on ne les voit pas, mais ils sont bien réels, ces effets dans notre quotidien. Par exemple, l'Union européenne qui vient d'interdire les plastiques. Quand vous allez en Europe maintenant avec votre téléphone, vous n'avez plus, et ça c'est une vraie nouvelle, à payer de frais pour le roaming. Peut-être que ce sont les hommes politiques qui n'ont pas su vendre les bénéfices très concrets de cette Europe, parce que longtemps, c'était plus facile de se retourner vers Bruxelles et de dire quand les choses ne vont pas, c'est à cause de Bruxelles. Quand les hommes politiques français en particulier se retournent vers Bruxelles, c'est avec beaucoup finalement de mauvaise foi, parce que Bruxelles, c'est nous. En France, on dit aussi beaucoup que sans la PAC, la politique agricole commune, nos agriculteurs vivraient mieux. Vrai ou faux? Alors, en vérité, il ne vivrait probablement plus, tout simplement parce qu'on va d'ailleurs le constater avec le Brexit. La PAC, c'est 40% du budget de l'Union européenne. C'est donc le budget le plus important, la politique la plus communautaire. Et c'est vrai qu'on a un modèle de politique agricole commune qui est plutôt productiviste et que c'est surtout ça qui est en cause aujourd'hui. Quand vous parlez de suicide d'agriculteurs, de petits qui voient sans arrêt changer ces politiques et qui ne voient pas arriver les subventions assez vite, eh bien ça c'est une réalité. La PAC est en train d'essayer de se réformer justement pour avoir un modèle plus vert et pour pouvoir justement arroser mieux cette agriculture biologique qui est celle de demain. Mais si on regarde, on parlait du Brexit, ces Britanniques qui veulent nous quitter, est-ce qu'ils auront une enveloppe au niveau national aussi importante que ce qu'on leur a distribué quand même agricole pour que leur monde rural se maintienne et existe? Beaucoup en doutent aujourd'hui et beaucoup d'agriculteurs britanniques s'inquiètent. Merci beaucoup Caroline pour ce petit point, ce petit rappel de ce que fait l'Union européenne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. À très bientôt.